Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le Niger et le départ de l'armée américaine qui arrive à son épilogue. Lundi, la base aérienne 201 d'Agadez où logeaient encore 200 militaires américains enfermés, alors que les États-Unis s'étaient engagés à quitter le pays avant le 15 septembre. L'épidémie du Mpox qui continue sa propagation en Afrique de l'Est. De 12 000 cas suspects ont été enregistrés en République démocratique du Congo, avec 450 décès depuis le début de l'année. Une situation alarmante selon l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, nous irons à la rencontre d'une ONG ougandaise qui lutte contre les violences sexuelles à travers une campagne de sensibilisation destinée aux hommes. 95% des femmes ougandaises ont été victimes de violences sexuelles après l'âge de 15 ans, selon une étude. Mais avant de développer ces titres, on vient de l'apprendre 2 jours après le Mali, c'est au tour du Niger de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le CNSP justifie cette décision par, je cite, l'apologie du terrorisme de la part de l'Ukraine, accusée d'avoir soutenu les séparatistes et les djihadistes lors des combats contre l'armée malienne soutenue par le groupe Wagner à Tinzaouaten, c'était la semaine dernière. Au Niger, toujours, une page se tourne après la fermeture lundi de la base aérienne 201 d'Agadez, où se trouvaient encore 200 militaires américains. Ce départ fait suite à la dénonciation en mars dernier par le CNSP de l'accord militaire avec Washington, qui avait été signé en 2012 sous la présidence de Mahamadou Issoufou. Voyez ce reportage. L'armée américaine a achevé son retrait du Niger lundi, comme le réclamait la junte militaire au pouvoir depuis plusieurs mois. Avant cela, 200 soldats étaient stationnés dans cette base, la numéro 201, proche de la ville d'Agadez, dans le nord du pays. Début juillet, 800 personnels de l'armée américaine, eux, logés dans une autre base à Niamey, avaient déjà quitté le territoire nigérien. Un retrait qui n'est pas une rupture, selon le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger. Ce retrait ne signifie pas la fin de la coopération militaire entre les deux pays. En effet, les deux parties s'engagent désormais à maintenir le contact et à travailler ensemble pour définir les bases d'une nouvelle coopération militaire. Ces 10 dernières années, l'armée américaine a entraîné les soldats nigériens et soutenu les missions antiterroristes contre les groupes terroristes État islamique et Al-Qaïda dans la région. Un départ qui ravit une partie de l'opinion publique et plusieurs organisations de la société civile opposées aux interventions étrangères depuis des années. Selon eux, la présence militaire américaine n'a pas réussi à contenir l'expansion du terrorisme au Niger. Nous l'avons expliqué à l'époque que la présence des soldats américains sur notre territoire n'a rien abouti, n'a rien apporté comme contribution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D'autres militants anti-présence militaire étrangère sont plus modérés et rappellent que les États-Unis ont offert au Niger 3 avions militaires C-130, de gros porteurs très prisés pour le transport de troupes, de matériel et pour la surveillance. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas aidé dans la mesure où nous avons acquis des matériels avec eux-mêmes, les C-130, c'est avec eux qu'on les a. Donc ça, on ne peut pas le dire, mais les résultats sont mitigés. Les résultats ne satisfont effectivement pas la majorité des Nigériens. Alors que la tâche reste encore lourde pour le pouvoir militaire en place dans le pays, les groupes armés terroristes n'ont jamais été aussi actifs qu'en 2024 au Niger. On en vient à l'épidémie de Mpox ou variole du singe qui se développe en Afrique, source d'inquiétude pour l'OMS. Plus de 12 000 cas suspects ont été enregistrés en République démocratique du Congo, avec 450 décès depuis le début de l'année. La souche du virus est plus mortelle que celle responsable d'une épidémie mondiale en 2022 et se propage dans les pays des Grands Lacs ces derniers jours. Les précisions de Clément Diroma depuis Kigali. Plusieurs pays frontaliers à la RD Congo ont recensé des cas de Mpox. Au Burundi, les médias locaux rapportent au moins 25 cas de variole du singe détectés par les autorités dans une dizaine de régions, y compris dans la capitale économique Bujumbura, sans qu'aucun décès ne soit pour l'instant signalé. Le Rwanda a aussi confirmé 2 cas hospitalisés ces derniers jours, dont un premier patient déjà guéri. L'Ouganda a aussi signalé 2 cas, cette fois-ci à Kasese, une province frontalière de la RD Congo.
Alors il y avait déjà eu une épidémie mondiale de Mpox en 2022, mais la souche qui se propage à partir de la RDC serait plus mortelle, avec un taux de décès à 3% en Afrique contre 0,2% en 2022, avec une souche différente. Donc l'ONG Médecins sans frontières alerte sur un risque d'explosion du nombre de cas en RD Congo, notamment à cause des mouvements de population liés au conflit. Pour rappel, la maladie provoque des éruptions cutanées et des lésions qui doivent être traitées pour éviter les complications et la mort. Un vaccin existe déjà, mais n'est pour l'instant pas disponible dans la plupart des pays africains touchés par le virus. En République démocratique du Congo, selon une enquête publiée mardi par Médecins sans frontières, plus d'une jeune femme sur 10 dit avoir subi un viol dans des camps de déplacés de Goma dans l'est du pays. Selon l'enquête, parmi les femmes adultes de 20 à 44 ans, plus de 10% ont déclaré avoir été violées au cours de 5 mois précédant l'enquête. Ce chiffre s'élève à 17% dans certains camps. L'ONG s'inquiète des niveaux alarmants de violence. Les violences sexuelles également un fléau en Ouganda. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, 95% des femmes en ont été victimes après l'âge de 15 ans, selon une étude soutenue par les Nations Unies. Face à cette réalité alarmante, une ONG nommée Ouganda a lancé une campagne pour sensibiliser les communautés locales au programme des clubs qui soutiennent les victimes en leur offrant un abri ou des vêtements. Le récit de Sophie Lamotte. Une pièce de théâtre en plein air, inspirée du quotidien des femmes dans la campagne ougandaise. Dans un pays où 95% des femmes disent avoir subi des violences physiques ou sexuelles, Ouganda, une ONG locale, a récemment lancé une campagne d'éducation sur les violences domestiques. Lorsque les gens sont dans le cercle vicieux de la pauvreté, la violence a tendance à être endémique parce que ces personnes n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Par conséquent, les couples sont plus susceptibles de rentrer en conflit et à partir d'un désaccord, ça peut dégénérer en bagarre. L'ONG propose des groupes de discussion, des conseils juridiques, mais aussi du soutien matériel pour les victimes de violences domestiques. Nous pouvons aller au tribunal ensemble ou au conseil local. Cette entraide donne à ces femmes le courage de parler. Mais dans cette région, seule une fraction des victimes porte plainte. L'ONG joue alors un rôle de médiateur en fournissant des formulaires de réconciliation. Un contrat informel entre la victime et son agresseur présumé pour mettre fin à la violence, mais aussi une façon de rassembler des preuves pour une éventuelle poursuite judiciaire. Un jour, je suis rentré après avoir bu et consommé de la drogue. Je me suis mis en colère et j'ai commencé à battre ma femme et mon fils. J'ai été réprimandé pour ce que j'avais fait et maintenant je vais mieux. Je sais que j'ai un problème d'alcool. L'Ouganda a adopté une loi sur les violences domestiques en 2010. Son but, criminaliser les violences physiques, sexuelles et psychologiques. Mais sa mise en œuvre a été largement critiquée et depuis, le nombre de femmes tuées par leurs conjoints a presque triplé. En bref, et dans le reste de l'actualité, au Nigeria, 6e jour de manifestation contre la cherté de la vie qui n'a pas connu le même engouement que les jours précédents. Le pays le plus peuplé d'Afrique connaît sa pire crise économique depuis une génération. Le mouvement qui se poursuit malgré l'appel au dialogue et à la suspension des manifestations lancées par le président Tinubu dimanche lors d'une allocution télévisée. En Guinée, les Forces vives, un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, ont appelé à une opération ville morte pour lundi 12 août pour protester, entre autres, contre les militaires du CNRD au pouvoir. Parmi les objectifs, selon le communiqué, exiger la libération inconditionnelle et immédiate de Fonike Mengue et Biloba, 2 activistes du FNDC portés disparus depuis le 9 juillet dernier. En Mauritanie, au lendemain de son investiture, le président Mohamed El Ghazouani a nommé un nouveau gouvernement lundi, dirigé par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye. Le gouvernement a connu beaucoup de changements comparé à l'équipe sortante, avec plusieurs jeunes promus au poste ministériel. Les détails avec notre correspondant régional Eliman Dao. Ce nouveau gouvernement est composé au total de 29 ministres. Parmi ces 29 ministres, 5 femmes. Le président Ghazouani a opéré un grand turnover avec seulement 11 ministres qui ont été reconduits par rapport au gouvernement sortant, avec plusieurs ministres qui ont changé de portefeuille ministériel. Le président Ghazouani a répété plusieurs fois lors des meetings avant la présidentielle que ce nouveau quinquennat est un quinquennat pour la jeunesse, avec
des orientations données pour faire de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'éducation des secteurs prioritaires de ce nouveau mandat. Des ministres, des profils de ministres jeunes ont été également promis à l'image de Tidjani Thiam, ministre de l'Industrie, ou encore Mohamed Abdallah Louli, ministre des Sports, de la Jeunesse et des Services civiques. En revanche, les ministres régaliens ont été pratiquement tous reconduits, des hommes de confiance du président Razouani. C'est le cas des ministres de l'Intérieur, ministre de la Défense ou encore le ministre des Affaires étrangères. Iman Khelif combat ce mardi soir en demi-finale de la catégorie de moins de 66 kg. La boxeuse algérienne se retrouve malgré elle au cœur d'une polémique sur son genre alimentée par certains de ses adversaires. À ce propos, notre journaliste Nesrine Benzebouchi a interrogé Hassiba Boulmerkaj, championne olympique du 1500 mètres en 1992 à Barcelone et désormais vice-présidente du comité olympique algérien. On l'écoute. Iman Khelif, elle est actuellement dans un excellent état. Elle est très motivée. Elle a du caractère. Bien sûr qu'elle est en train de supporter certaines choses qui ne devaient pas être dans les milieux du sport. Mais malheureusement, toutes ces attaques, ils n'ont aucun sens. Iman Khelif, elle a respecté la réglementation et la charte olympique. Et elle est passée par des tests par le comité olympique. Et le comité olympique, il a donné son accord pour qu'elle participe sans aucun souci. Le reste, pour nous, ça n'a aucun sens. Et c'est sûr qu'il y aura des mesures à prendre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.